Hello, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode dans lequel on va discuter de la relativité des émotions et de la comparaison entre ton histoire et tes ressentis et ceux des autres. C'est un sujet qui revient souvent quand je l'accompagne des personnes en situation d'hypersensibilité, que les personnes m'affirment effectivement qu'elles ressentent les choses très fort, qu'elles ont des émotions très fortes. Et ça fait directement écho avec une lecture que j'ai faite récemment d'un bouquin aux éditions Panthéon qui s'appelle « Écoutons notre petite musique » de Catherine Mirande. C'est un bouquin qui parle du deuil, de la résilience, de se reconstruire après une étape de vie difficile. Et l'auteure, elle est pas du tout psychologue ou quoi, enfin, c'est vraiment une essayiste, donc elle partage vraiment son point de vue, presque d'un point de vue plutôt philosophique et existentialiste que sourcé, psychologie, guide pratique, machin. C'est important parce que du coup elle se livre en fait dans ce livre et puis elle explique un peu, enfin elle questionne un peu les différentes étapes par lesquelles elle a pu passer elle personnellement quand elle a été confrontée à des événements difficiles. C'est un bouquin que j'ai lu complètement en ayant zéro attente parce que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de livre et que j'y ai découvert quelque part un peu une richesse dans ce type de récit que je ne connais pas. Et d'autre part, je t'en parle parce qu'il y a des choses qui m'ont interpellée, il y a des choses qui m'ont perturbée, il y a aussi des choses qui m'ont dérangée. C'est en fait un bouquin qui a accompli son job dans le sens où il m'a fait réfléchir et où je t'en parle aujourd'hui alors que ça fait plus d'1 mois que j'ai fini le bouquin. Ce bouquin, en fait, il est structuré en 2 parties. Il y a une partie qui donne un peu des éléments de catastrophe auxquels a fait face l'humanité et qui explique que généralement, c'est source de reconstruction et je suis tellement d'accord avec ça et tellement d'accord avec ce point de vue et finalement, c'est tes épreuves qui te construisent et qui te font remettre en perspective certains points de vue, reconstruire des habiletés psycho-émotionnelles, etc. Donc, c'est clair que la résilience, elle naît d'une cassure, hein. C'est un peu comme quand on fait du sport, finalement. C'est en étirant tes muscles à fond et en cassant des fibres que t'en reconstruis. Voilà, c'est un peu pareil. Et c'est parfois quelque chose qui n'est pas forcément facile à voir et dont on ne se rend pas forcément compte. Donc c'est intéressant de le rappeler, à mon sens. Donc le bouquin, au-delà de ça, est plutôt intéressant à lire, mais je te conseille pas de le lire si t'es dans une situation de deuil ou de difficulté. Parce que toute la première partie, en fait, les 30 premières pages, elles parlent des catastrophes qu'a traversé l'être humain. Donc je dois avouer qu'il y a des morceaux où j'étais pas forcément à l'aise à la lecture. Heureusement, j'étais bien quand je l'ai lu. Mais à part ça, il est intéressant. Et elle donne des espèces de conseils de comment elle pense qu'il faut faire face à ces étapes-là. Et du coup, c'est à la fois intéressant parce que ça t'invite à réfléchir à ta perception de ce type d'événement. Et à la fois, je pense qu'il faut avoir construit quand même en amont une réflexion. Il faut pas être dans cette situation-là en particulier quand tu lis ce bouquin parce que c'est pas un guide. C'est pas un bouquin qui te sert à savoir quel chemin prendre, c'est plus un bouquin qui te sert dans ta vie en général à reconstruire un peu ta capacité de résilience et à réfléchir un peu à ta perspective. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Page 31, l'auteur explique que plus nous avançons dans l'âge et plus les sournoiseries d'enfants laissent place à des tromperies d'adultes qui peuvent avoir des retombées dramatiques si elles se transforment en contre-vérité et qui peuvent faire beaucoup de mal et ruiner l'existence de ceux et celles à qui elles s'adressent. Ici, je voudrais juste être claire sur le fait que je remets pas en question ce que l'auteur exprime. C'est un essai, elle a le droit de penser ce qu'elle veut et elle a le droit d'écrire ce qu'elle veut dans son bouquin. Ce que je vais dire juste dans la suite de cet épisode, c'est les réflexions que ça m'a engendrées et la manière dont moi j'ai perçu cette phrase-là et dont ça a construit en fait un point de vue chez moi. Et donc la première version, la première interprétation que j'ai eue de cette phrase, c'était de me dire, mais attends, en fait là, elle est en train de dire qu'en gros, quand tu vis des sournoiseries d'enfants, finalement, c'est moins émotionnellement traumatisant ou c'est moins impliquant émotionnellement que des tromperies d'adultes. Et du coup, tu me connais, je suis pas le genre à vraiment prendre parti sur ce type d'affirmation-là. Je me suis pas dit oui, elle a raison, non, elle a tort. Je me suis plutôt dit, est-ce qu'on a la capacité finalement de comparer des ressentis émotionnels ? Parce que, par exemple, pour prendre un exemple que je connais bien, quand j'accompagne des gens, tous ils me disent je suis hypersensible. Mais en fait, comment tu peux savoir que tu es hypersensible ? Finalement, comment tu peux savoir que ton ressenti à toi, il est plus fort que le ressenti des autres, émotionnellement parlant, et que donc, tu es hyper ? Et ça, c'est un vrai sujet. Ici, je questionne pas l'existence du ressenti émotionnel fort, hein. Je questionne le concept même et la notion même d'hyper. Pour autant, ça m'a fait réfléchir sur la question de la comparabilité de nos histoires et de nos émotions,
Parce que quand t'es adulte, forcément les choses des enfants, entre guillemets, ont l'air beaucoup plus faciles à appréhender que les choses d'adultes, forcément. Alors que pour un enfant, les tracas d'adultes, pareil, n'ont pas vraiment la même résonance. Et ça m'a entraînée dans une réflexion de, comme tu l'as vu, plusieurs semaines, où je me suis dit, oui, mais finalement, du coup, est-ce qu'on peut... Alors, d'une part, dire que les problématiques d'adultes sont plus délétères que les problématiques d'enfants. Et d'autre part, du coup, est-ce qu'on peut comparer, en fait, les problèmes des adultes et les problèmes des enfants, en sachant que, du coup, les enfants sont des enfants qui ne sont pas construits complètement, qui sont encore en quête d'identité, qui sont encore en construction psycho-émotionnelle et psychosociale, et qui, du coup, aussi se construisent via le regard des autres. Donc si finalement on te sournoise, si j'ose dire, tout le temps, est-ce que finalement tu es conforme, est-ce que tu te retrouves dans le groupe et du coup, est-ce que finalement c'est pas hyper destructeur si t'arrives pas à trouver ton équilibre là-dedans ? Et du coup, quel impact ça aura sur ta vie d'adulte ? Et d'un autre côté, effectivement, il y a des tromperies d'adultes qui deviennent extrêmement compliquées à vivre et souvent c'est encore plus... compliqué par les responsabilités d'adultes. Pour autant, d'un point de vue purement émotionnel, je sais pas si on peut dire que c'est pire ou que c'est mieux. Et du coup, j'ai poussé un peu ma réflexion plus loin, et en fait, dans les accompagnements que je réalise, souvent ce qui va dénoter de l'intensité d'une situation, c'est pas tant le fond objectif de la situation, ce vers quoi d'ailleurs l'auteur appelle à se tourner, vers l'objectivité des faits, etc., mais en général, ce qui va poser souci dans le parcours de quelqu'un, c'est plus ce qu'il va vivre au sujet de l'événement et la manière dont ça va se rappeler à lui dans sa vie. Et ce qui met un peu de l'eau là-dedans aussi, dans mon moulin, c'est que parfois j'ai des personnes qui viennent en accompagnement en m'annonçant qu'elles sont hypersensibles, comme si c'était quelque chose de problématique ou de difficile socialement à accepter. Au fil du travail ensemble, on se rend compte qu'en fait, c'est surtout qu'elles n'avaient pas forcément les outils et les compétences pour mieux vivre leurs émotions et pour se sentir mieux au quotidien et pour pas rester 105 ans sur une émotion ou sur un échec. Et du coup, finalement, à la fin de l'accompagnement, généralement, ils ont quand même récupéré pas mal de sérénité et d'apaisement dans leur gestion de leurs émotions au quotidien. Elles ont appris à construire un système de vie qui leur permet d'être OK avec leurs émotions et du coup, elles se retrouvent plus tant que ça hypersensibles. Bien sûr, elles restent relativement sensibles selon elles. Moi, j'ai que leur point de vue pour pouvoir le savoir, donc voilà. Mais en fait, ça diminue entre guillemets. Et du coup, est-ce que l'hypersensibilité, c'est pas aussi une question de compétences et d'outils qu'on met à notre disposition vs d'outils qu'on n'a pas ? Et du coup, tout ça se joue quand même vachement aussi pendant l'enfance. Et de fait, est-ce qu'on peut dire que les problématiques enfantines sont moins graves, entre guillemets, que les problématiques adultes. Alors encore une fois, je dis pas que c'est ce que l'auteur sous-entend ou quoi, mais ce passage-là en particulier m'a quand même vachement questionné là-dessus et m'a quand même donné pas mal de grains à moudre, je dois dire, en termes de réflexion, etc., où je me disais, déjà, est-ce que c'est comparable ? Ensuite, sur quoi c'est comparable ? Et ensuite, est-ce qu'on a envie finalement de comparer notre vécu émotionnel avec le vécu émotionnel du voisin ? Et du coup, je me pose la question finalement de, est-ce que le fait de se dire hypersensible ou plus sensible que ou moins sensible que ou ayant un vécu pire que ou moins pire que, c'est des choses qui sont réellement dans le sens de la résilience et ce sont vraiment des choses qui vont nous aider à rebâtir un épanouissement et un apaisement. En fait, ça oriente pas sur l'idée de chercher comment ça pourrait être mieux pour nous, ça oriente plutôt sur l'idée qu'on a une excuse ou qu'au contraire on n'est pas compris et qu'on est isolé. Et l'isolement, en fait, dans la santé mentale, c'est un vrai sujet et c'est aussi un vrai sujet parce que justement on compare nos vécus, nos ressentis et tout ça. Donc en fait on a peur de parler des problématiques qu'on rencontre, on a peur de parler de tout ce qu'il peut y avoir derrière, parce que derrière on sait qu'une fois sur deux on va avoir quelqu'un qui va nous dire oui mais moi j'ai vécu tel truc, ou oui mais tu te rappelles moi quand, etc. Et du coup on reste tout seul en fait avec nos problèmes. Le truc c'est que comme je viens de le dire, et comme l'auteur le rappelle aussi, en fait il faut échanger, il faut partager, il faut se faire accompagner, on peut pas rester tout seul face à un problème de santé, face à un problème de santé mentale en particulier, pour plein de raisons. La première c'est qu'on a besoin d'un soutien et on a besoin de gens autour de nous pour
pour se construire et pour continuer à fonctionner correctement, etc. On n'est pas des êtres solitaires, les humains sont pas vraiment des êtres seuls. Et pourtant, c'est un peu le premier réflexe qu'on a quand on commence à se sentir moins bien. L'autre raison, c'est que en fait, se connecter à des gens vivants ou à des choses vivantes, j'entends par choses des animaux par exemple, va avoir une vraie action sur ton système nerveux, va permettre à ton système nerveux de se réguler, de se co-réguler pour les connaisseurs, et te faire te sentir plus en sécurité. Pour autant, il faut que cet humain ou cette chose vivante dont on parle ne te confronte pas à un sentiment d'insécurité, justement, et à une idée de crainte ou de vulnérabilité. Parce qu'évidemment, si c'est le cas, c'est tout le contraire qui va se passer, etc. Donc c'est pas si simple que ça. Et enfin, c'est indispensable de se faire accompagner aussi par un professionnel qui peut comprendre la situation que tu vis, parce que si jamais il y a besoin d'avoir un appui médicamenteux, par exemple, c'est essentiel que tu puisses l'obtenir suffisamment tôt pour t'éviter de galérer en fait 105 ans dans cette situation-là. Donc voilà, pour ma réflexion du jour, j'espère qu'elle t'a peut-être fait réfléchir toi aussi. Dis-moi si jamais tu trouves une réponse toi de ton côté. On n'a peut-être pas la même perspective, on n'a peut-être pas non plus la même réponse, donc n'hésite pas à me la partager si jamais c'est quelque chose qui t'a intéressé, intrigué, etc. Et puis je ne peux que te souhaiter de te porter bien, et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao!